Nous voilà de retour pour continuer justement d'échanger autour de toutes ces thématiques tout au long de cette journée. On va donner la parole maintenant à deux grands témoins qui vont nous montrer de quelle façon on peut réinventer l'économie par la commande publique à travers des actions très concrètes du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. On va s'intéresser aussi à des exemples très concrets qui ont marqué l'histoire de la commande publique, qui ont eu lieu en Europe ou encore aux États-Unis. On va notamment développer le modèle Preston, de la ville de Preston, et vous verrez comment, dans des villes ravagées avec un chômage de masse, grâce à la commande publique, on peut réinjecter de la richesse. Pour en parler, deux invités, deux grands témoins. Sarah McKinley, directrice du programme Community Wealth Building et représentante européenne du projet Next System pour l'organisation The Democracy collaborative, et Aude Saldana, secrétaire générale du JSEF, le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. On les applaudit et elles vont nous rejoindre tout de suite sur scène. Voilà. Merci d'être avec nous, mesdames. On va prendre le temps, vous aurez le temps d'exposer justement déjà les organisations dans lesquelles vous travaillez, ensuite les exemples concrets pour comprendre justement comment on réinjecte de l'économie par la commande publique. Juste avant, pour poser des questions, si vous souhaitez en poser, alors aussi bien à distance, depuis chez vous, mais également dans la salle. À distance, c'est très simple, vous êtes connectés, il suffit d'écrire sa question sous le forum. En revanche, pour ceux qui sont dans la salle, je ne sais pas si vous l'avez fait, il fallait scanner un QR code, soit à l'entrée de la salle ou soit sur votre badge. Il y a un QR code, on le scanne et comme ça, à partir de là, on s'inscrit tout de suite dans la foulée et on peut aussi poser ses questions. Mais on fera aussi circuler un micro. Voilà. Donc on a les deux solutions. Pour les plus timides, par le QR code discrètement, même si vous êtes dans la salle, et puis pour les plus téméraires, voilà. On va commencer avec vous, Aude Saldana. Vous présentez, est-ce que vous pourriez peut-être déjà dans un premier temps nous présenter les missions, les actions du GSEF, ce Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, et également, je crois que vous souhaitiez mettre en avant toutes ces politiques publiques locales qui permettent de favoriser le développement des écosystèmes d'économie sociale et solidaire. Vous avez la parole, une quinzaine de minutes à peu près. Très bien. Je vous remercie pour l'invitation. Très contente d'être parmi vous aujourd'hui à Bordeaux. Mais je vais vous expliquer que notre organisation, le GSEF, est basée à Bordeaux. Donc qu'est-ce que le GSEF pour peut-être certains d'entre vous, on ne voit pas du tout qui est dans la salle avec la lumière, mais donc peut-être certains d'entre vous connaissent le GSEF parce que c'est une organisation mondiale de gouvernements locaux et de réseaux de la société civile, des réseaux locaux, nationaux, internationaux, qui travaillent ensemble à la promotion et au développement de l'économie sociale et solidaire. L'organisation est née en 2013 à Séoul, en Corée du Sud, et à l'initiative de plusieurs villes. 9 villes ont souhaité la création du GSEF. Donc le GSEF, dans l'acronyme, c'est le Global Forum for Social and Solidarity Economy. Pourquoi nous sommes à Bordeaux depuis 2022 ? La présidence de l'organisation a été assurée de 2013 à 2021 par la ville de Séoul, avec des réseaux de l'économie sociale et solidaire et bien sûr tout un conseil d'administration, parce que nous sommes dans un format associatif. En fin 2021, c'est la ville de Bordeaux, en collaboration avec la métropole de Bordeaux, le département et la région Nouvelle-Aquitaine, qui ont décidé de postuler à la présidence du GSEF. Et c'est pourquoi on a été élu, la ville de Bordeaux a été élu comme coprésident du GSEF et donc s'est installé. On a donc recréé une équipe de salariés qui accompagnent et qui animent un réseau maintenant de près de 90 membres présents dans 37 pays. Donc on est vraiment une plateforme mondiale d'échange, de politique publique, d'échange, d'innovation qui permettent de développer, l'économie sociale et solidaire qu'on espère voir se développer. Donc, tous nos membres sont engagés donc à la promotion des valeurs et des principes de l'économie sociale et solidaire en tant que moyen de parvenir à un développement local centré sur l'humain et responsable sur le plan environnemental.
Donc on représente dans les 37 pays où on a nos adhérents. Nos adhérents sont, comme je l'ai dit, des gouvernements locaux, des municipalités, mais aussi des réseaux d'acteurs de l'ESS, mais aussi des mutuelles, des coopératives, tous engagés à faire la démonstration que l'économie peut être avant tout une économie centrée sur l'humain, avant la recherche de profit, et qu'ils font la démonstration par leur expertise de terrain, par les projets qu'ils mènent et les politiques qu'ils mènent, font la démonstration d'une économie collective, viable et innovante. Un point sur quand même le contexte international, parce que c'est aussi le contexte international de la commande locale et de la commande publique, pardon. On est dans ce qu'on a appelé un momentum favorable pour la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire à l'échelle internationale, avec des recommandations fortes de l'OIT, de l'OCDE et une résolution l'année dernière des Nations Unies qui reconnaît le rôle de l'économie sociale et solidaire dans l'atteinte des objectifs de développement durable. On en parlait ce matin dans la plénière d'introduction, oui. Mais c'est bien le cœur pour nous de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'elle peut permettre, et en tout cas elle a été reconnue pour permettre l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. Pour nous, on la défend, l'économie sociale et solidaire, autour de 3 principes clés, des valeurs clés, qui sont la gouvernance démocratique, la lucrativité limitée et la mission sociale. Et c'est vraiment une économie pour nous. C'est pas un secteur de l'économie sociale et solidaire, mais je pense que vous êtes familier avec les notions, mais c'est bien une façon d'entreprendre qui est présente dans tous les secteurs de l'économie. Et c'est bien ça aussi, avec les politiques locales, et notamment les politiques publiques locales, et on verra aussi avec Preston, comment en fait ces politiques publiques locales sont à la base d'un développement inclusif et d'un développement des écosystèmes qui est vraiment en lien avec la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités à l'échelle d'un territoire. Donc notre organisation, le G7, est aussi, même si elle promeut ces échanges d'expériences, on est donc très engagé dans la promotion au niveau local, des collectivités territoriales, des gouvernements locaux, mais aussi aux échelons nationaux et internationaux pour faire avancer l'économie sociale et solidaire. Pourquoi aujourd'hui être ici sur cette table ronde ? C'est parce qu'on est persuadé que la commande publique peut être au cœur et un vrai levier du développement de l'économie sociale et solidaire sur les territoires. Donc c'est important pour nous de mettre en valeur ces liens entre commande publique et développement de l'économie sociale et solidaire partout dans le monde. Et on voit bien, on a des textes législatifs importants en France, au niveau de l'Union, de la Commission européenne, mais c'est moins présent dans d'autres régions du monde, dans d'autres continents. Et c'est à ça aussi que servent nos plateformes d'échange, c'est d'échanger sur les pratiques et comment justement les politiques publiques locales peuvent développer l'entrepreneuriat social et solidaire. Et par exemple, avec l'adjoint au maire de Bordeaux, il y a 15 jours, nous avons animé un atelier qui s'adressait à des maires au Cameroun, justement pour parler de cette commande publique, quels étaient les outils qu'ils avaient eux en place et quels étaient les outils qui étaient développés par la ville de Bordeaux, notamment par la commande publique, avec le sourcing, avec les marchés réservés, pour favoriser le développement d'un territoire et le développement de l'entrepreneuriat non délocalisable, qui recrée aussi une dynamique de marché local très, très important. Pour peut-être donc laisser la parole à Oui. Sarah. Est-ce que vous auriez peut-être d'autres exemples très concrets d'inspiration innovante alors, on a eu l'exemple au Cameroun, peut-être un deuxième ou un troisième exemple assez rapidement, pour bien comprendre justement ces actions et ces politiques sur le terrain. Et après, on passera Oui. au modèle Preston. Alors, on a plusieurs, dans notre réseau, on a une trentaine de villes sur les 90 adhérents. On a une trentaine de collectivités territoriales, notamment la ville de Montréal. Et on voit bien que dans les pratiques, les villes qui ont adhéré au GCF
ont tous un adjoint au maire ou un vice-président en charge de l'économie sociale et solidaire, et qui est une approche très, très transversale, donc qui est très transversale aussi avec les approches d'économie circulaire. Donc on voit bien aussi tous les liens qu'une politique locale de développement en transversalité adresse la question de la commande publique et de la dynamisation d'un marché local et le développement d'entreprises locales, mais pour nous, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, et quand on met ça en parallèle avec la France, on se rend compte tout le chemin qui reste à faire pour pouvoir justement mais intégrer. à s'inspirer en fait, parce qu'il y a des innovations. Quand on parle de loi de l'économie sociale et solidaire, on a la chance d'être dans un pays où on a une loi cadre nationale qui encadre, qui définit l'économie sociale et solidaire, mais il n'y a que 25 pays dans le monde. Donc on a quand même une grande marge de manœuvre pour développer des cadres législatifs au niveau national, mais on voit bien en fait que les collectivités territoriales, les municipalités prennent aussi toute leur part et tout leur rôle dans l'atteinte des objectifs de développement durable, mais au niveau local. Et on le voit bien avec l'exemple donné ce matin. Donc on voit bien qu'il y a un fort leadership aussi des municipalités pour porter ces thématiques et faire vraiment de la question du développement durable, du développement inclusif des territoires, une question centrale qui répond vraiment à des défis environnementaux, sociaux, voilà, liés aux transitions nécessaires. Alors, on évoquait les politiques innovantes avec vous, Aude. On va continuer avec vous, Sarah McKinley. Peut-être déjà un mot sur les missions de la Community Wealth Building, et après, on va évoquer ce modèle Preston. On en parle depuis tout à l'heure, c'est dans l'intitulé de la table ronde. Mais peut-être un mot déjà sur votre organisation, sur vos missions, par rapport justement à toutes ces questions. Et ensuite, on va aller plus en profondeur sur ce modèle Preston qui fait école. Merci Nathalie, merci Aude, merci à tous. I'll apologize for speaking in English, though I promise you it's better than listening to my American accented broken French. So thank you to the translators and everyone for your patience. It's wonderful to be here with all of you here in this beautiful city of Bordeaux. It's a real honor. And to learn about all of the exciting things that are happening here and how it connects to the framework of community wealth building that my organization, the Democracy Collaborative, has been working on for 20 years now. So we are a US-based think tank. So we do research and direct advising with governments and local coalitions who are advancing new democratic economic activity in place, social solidarity economy in place. So what does that mean? And what is community wealth building? Community wealth building is a framework, an economic development framework that connects all parts of a local economy in a way that lifts up democratic economic activity in place. So economic activity that is generating benefit for the people, planet, and place who live there, and are doing so in a way that their governance and their ownership models are broadly owned and controlled so that they benefit more people, right? So the wealth that they generate, the assets that they control are benefiting more people than just small ownership groups, as we're seeing right now, which are leading to huge problems of economic inequality globally. We have some of the largest levels of economic inequality that we've ever had in documented history. And the reason for that, in many ways, is agglomeration of control of wealth-generating assets globally. And so community wealth building is a way to bring those assets, ownership, and control back to communities so that the wealth that they generate are benefiting the people who live in places. And we've been hearing all morning about how public procurement is a lever for transforming economies. And so we talk about public procurement as being one piece of a local economic transformation. How is public procurement connecting to those social and solidarity economic activities? Things like worker cooperatives. You asked for some examples. Worker cooperatives, employee stock ownership plans, right? Employees that own the stock in their company, collective ownership of land, collective ownership of green space and assets, things of that nature. How can we use public procurement to connect to those kinds of activities in a place in a way that scales them, that augments them, that takes them from the fringes
to the mainstream of our economy. Right now, it's a great moment, as Aude was saying, for social solidarity economy, but we still think of this kind of activity as being something sort of nice, an added benefit, something on the fringe, not the way that we actually get our needs met, right? But we can meet our economic needs of place in that way, in a social, in a solidaritous, in a just manner that's good for people and planet. And community wealth building is a framework for connecting all of our economic activity in a way that does that, in a way that democratizes and broadens ownership. So I'll speak a little bit about some examples of that. Oui, justement, on a envie de savoir comment y arriver. Comment y arriver. Et effectivement, on a ce modèle assez étonnant de cette ville britannique située au nord de l'Angleterre, hein, Preston, pour ceux qui auraient des doutes, qui est devenue la pionnière d'une politique progressiste des marchés publics. Alors racontez-nous peut-être déjà le contexte dans lequel cette décision a été prise et ensuite comment ils ont structuré la ville et jusqu'où on est allé. Bon. My translation turned off, but I think I understood all of that. So, the origin of model Preston. Where did it come from? And yes. how they are organized, their model. Ouais. Perfect. Yes. So the Preston model now, as I said, our organization has been working for about 20 years, and we started to develop this model of community wealth building in post-industrial cities in the United States, places like Cleveland, Ohio, places like Detroit, Michigan, places where most of the economic activity had been really extracted and removed through globalization and other things of that nature, leaving high unemployment, high depravity, all sorts of the kinds of statistics that we're unfortunately quite familiar with for places like that. But it's not just in the United States. You see these kinds of ill effects in many other places, including in the north of England. So Preston is a town in Lancashire County, which is just outside of Manchester in the north. And about 12 years ago, it was really one of the most deprived areas of England specifically. And it was on all of the sort of listings of the most depressed and deprived and disinvested communities in the UK, with high levels of unemployment, ill health, poverty, depression, crime, things of that nature. And in about 2008, they were planning to do a whole big redevelopment of the downtown, right? We're gonna save Preston by redeveloping our main street, and we're gonna bring in a great international development firm that's gonna save Preston. It's gonna build a big mall with lots of shopping, and Preston will come back to life, right? But then the great financial crisis hit, and that international development firm pulled out of Preston. They said, this isn't worth it for us. They were losing money, so they said, forget about it. And so the folks in Preston who had started to hear about social solidarity, economy, cooperatives, different kinds of economic activity in place, had learned about some of the work that we were involved in Cleveland and places in the US, and they said, what can we do for ourselves? What can we do instead of attracting a big international developer, instead of attracting a big new shopping district? What can we do with what we have? And what do we have? We have local spending. We, the council, even under austerity in the United Kingdom, and they were in deep austerity at the time, were spending lots of money, right? They were buying goods and services. What would it look like if they started to very intentionally return that spending to their local economy, both in Preston and broader Lancashire County? So they began a whole collaborative process, not just with the council, but with the local NHS trust, the health services, with the universities, with cultural institutions and so forth, looking at how much money they were spending and where it was going to. And lots of that money was not going to Preston. It was going to London or beyond, right? Large multinationals, Sodexo, we are all familiar with, organizations like that. What if they could start to bring some of that money back into the Preston local economy? And what could they do with that money to incentivize better jobs, resiliency, skill development, things of that nature? So now we're almost 10 years into Preston, and we're seeing really strong results being delivered. So
There are 6 large institutions in the whole of Preston. They've returned over £200 million to the local economy. There's an increase in employment, an increase in wages, and particularly wages among the lowest paid workers. There have been commitments to living wages among all public institutions. There are apprenticeship programs, and now they are developing a cooperative sector that will directly provide goods and services to the public institutions, things like catering, things like digital services. There's a well-being cooperative that is providing care to the health system. So there's a whole network of cooperative development that is being transformed with that procurement. But not just the procurement. Once they started doing that, they thought, well, what else are we spending? What else are we using in the local economy? What is our pension invested in? Is our pension just invested in large investment firms that are generating high profit but extracting from communities across the globe? What if we took some of that pension fund money and started investing in local affordable housing, social housing? If we started investing in student housing? If we started investing in local public infrastructure like our bus centers that were crumbling and things of that nature? So they started reinvesting their pension fund locally. So it was the beginning of a whole interconnected strategy for Preston and then also Lancashire County. And now 10 years on, we've seen, as I said, lots of positive outputs, including most recently, they're showing improvements in mental health outcomes in the city of Preston. So there's a 9% increase in life satisfaction, a 12% increase in mental health well-being, and they've now moved from being one of the most deprived places in England to now being the most desirable place in the north of England to live. So really showing impact locally and also showing political impact as well. People are recognizing that this work is in the benefit of the people who live there and are starting to get more engaged in that process. C'est ça qui est incroyable, ça a fonctionné, et c'est ce choix de s'affranchir des investisseurs extérieurs. C'est que vraiment, on se base uniquement sur le tissu local, social et local pour les achats publics. Un choix radical qui a fait ses preuves, qui a fonctionné. Well, and it's interesting, we often talk about this as being common sense, right? This is the way the economy used to, many moons ago, function for people, right? You have economic need, and you meet it locally with what you have, right? And so the idea is not creating more, it's about using what you have more wisely and sufficiently to meet the needs of people in place. So it makes sense. Of course, that doesn't mean it's easy to do in our current system, for sure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des dépenses publiques urbaines, ça allait très loin avec une banque communautaire. Donc, ils ont repensé complètement leur système de dépenses. Absolutely. And as I said, procurement was sort of the starting point, but then it showed that we needed a whole new infrastructure to support this work, including local finance. And how can we relocalize finance? France has a lot of different banking forms, mutuals, things like that. But in the UK, they only have 5 banks, 5 large banks, right? And they're all multinational banks. So how could they start to create a more plural, a more diverse ecosystem for financing and investing in their real economy of place, not the financial economy of the globe? So there's a bank activity. They're working on a local community land trust. They've been working with their local traveler community, which is the transient community there, to actually own their trailer homes so that when they're moving, they can come and live in those places and have security there. So they're doing all kinds of work to relocalize and also root that economic activity in broad ownership by more people. And it's a change of mindset, too. It's a change of culture, thinking differently about who owns and how can you get more people involved in the decision-making of the assets of their place, right? The commons, that is all of ours where we live. And what does that look like in practice? How do we change that behavior and that collaborative culture or move towards that? Est-ce que vous avez d'autres exemples, justement, de modèles alternatifs? Oui.
Yes, and just to say, I mentioned that sort of Preston was inspired by some of the things that were happening in places like Cleveland and Detroit in the United States. But what Preston did was really augment it by using things like public purchasing and local government authority. And so now, with those two things combined, between the social solidarity economy that is happening more organically in a more grassroots way, with the institutional influence and scale of local government, of public procurement, of other things like that, you're seeing more and more places start to experiment with this. So, for example, in Scotland, they now have a minister for community wealth building that works with all of the local authorities to begin to make plans for how they can use their public procurement to stimulate social solidarity economy, to stimulate circular economy. And so you're seeing in parts of Scotland, for example, local authorities, local governments are supporting cooperative-owned solar enterprises, for example, and putting photovoltaic panels on all of their public buildings in public land, so using their public buildings and their public land to support those cooperatives. And then what's happening is they're not only going net zero in all of their energy use for public property, but they're also producing a surplus, which they're selling back to the grid. They're creating a capital surplus, and they're using that to seed new funds that create cooperative development. So you see more cooperatives growing up to respond to local need. So it begins to have not just a circular green economy, but a circular capital and finance economy locally. And what does that, and how does that broaden wealth and access to assets in place? Est-ce qu'une telle organisation serait transposable? Parce que ce qu'on n'a pas précisé, enfin peut-être en introduction, tout ça a été fait, notamment, je prends l'exemple de Preston, avant Brexit, donc sous l'Union européenne. Est-ce que, donc on ne peut pas prendre comme, comme contrainte des réglementations européennes, est-ce que ce modèle-là pourrait être transposé, et ça je la pose à toutes les deux, cette question, on va commencer avec vous, Sarah, à une ville française? Absolutely. We certainly believe that building a more democratic economy, creating wealth that is rooted in collective ownership is something that we all need to do, that all places need to do, that many places already are beginning to do. So we've already heard this morning in Strasbourg and other places about some of these activities that are already going on, the way that public procurement is being used to create circular and social economy. But what I think a lot of places are missing that community wealth building can add is the linkages, the connections between finance, between land use, between procurement and spending, and the social solidarity economy, connecting that and creating an ecosystem around it that supports the growth and augmentation of these kinds of activities in a way that exists already for many traditional corporations and traditional economic activity. How can we create infrastructure that actually connects all of these elements in a meaningful way, as I said earlier, to move this activity from just sort of nice things to do for poor places to something that is central to the way all of our economies function? Je vous pose la même question, Aude, et est-ce que ça serait transposable et quels seraient justement les critères essentiels pour que ça puisse fonctionner, les points essentiels pour pouvoir justement transposer un tel modèle dans une ville française? Peut-être que c'est une taille de ville aussi pour lesquelles ça peut fonctionner, pour d'autres pas. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et l'ancrage territorial et la définition du territoire et la volonté, la définition par les habitants même d'un territoire de quel doit être le développement de leur environnement autour d'eux, quels sont leurs besoins prioritaires et qu'est-ce que, parmi ces besoins, quelles sont les industries, les services sur place, sur leur territoire qui peuvent y répondre. Donc je dirais, pour renforcer ce qu'a dit Sarah,
c'est qu'effectivement, quand on parle d'économie sociale et solidaire, on dit que c'est une économie qui est à nouveau dans les mains des citoyens et des habitants qui vont définir leurs besoins, encore une fois, locaux. On a bien vu que pendant le Covid, et la Covid partout dans le monde, on a dit que c'était les coopératives, les mutuelles, les structures associatives de l'économie sociale et solidaire qui avaient pu être résilientes et qui avaient pu survivre aux nombreuses crises. Donc effectivement, plus le marché, on dira, sera local, donc plus il y aura aussi la création de cette richesse locale, et plus la commande publique aura et pourra bénéficier aussi d'entreprises locales qui pourront répondre à cette demande publique. Donc je dirais économie démocratique aux mains des habitants d'un territoire, des citoyens, pour gérer les biens communs. Sarah l'a dit, effectivement, dans ces écosystèmes et dans le modèle de Preston, effectivement, il y a une approche très transversale qui peut être réplicable, mais elle ne peut pas se faire. Il faut que ce soit une vraie volonté de l'ensemble des acteurs. On arrive, on parle de participation citoyenne. Ce n'est pas des processus simples à faire, à mettre en place. Mais du coup, c'est par cette participation citoyenne avec les acteurs économiques conventionnels, les acteurs économiques de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics, que l'on peut mettre en adéquation le développement et un projet de développement d'un territoire. Donc, transposable, ce n'est pas le mot transposable, c'est comment se mobiliser autour du développement d'un territoire. Et je dirais, le fait d'avoir un réseau et d'être une plateforme internationale, on voit bien que il y a des défis communs à l'ensemble des villes et des territoires dans le monde sur les défis de création d'emplois décents. On en parlait ce matin, l'ODD 8, création d'emplois décents, tout ce qui va être lié autour de la transition environnementale, qui va être la gestion des déchets, par exemple. Donc il y a vraiment des politiques publiques qui peuvent être transposables, mais il faut qu'il y ait une vraie volonté de travailler ensemble autour du développement de ce territoire. Donc effectivement, c'est des modèles très inspirants. Nous, c'est un peu le rôle aussi du GCF de pouvoir mettre en valeur ces politiques inspirantes et ces projets de développement de territoire inspirantes. Et notamment, là, on va sortir avant le forum de Bordeaux qui a été annoncé ce matin en introduction, mais le GCF soutient l'organisation tous les 2 ans d'une conférence internationale sur l'économie sociale et solidaire. La dernière était en mai à Dakar, en mai dernier, en mai 2023 à Dakar. Auparavant, c'était à Mexico, auparavant à Montréal, Bilbao. On voit bien que c'est ces échanges d'expériences qui sont très importants. J'ai perdu pourquoi je voulais parler du forum de Bordeaux. Peut-être pour donner la date, du 29 au 31 octobre. J'ai retrouvé, ce sera du 29 au 31 octobre 2025. Donc on espère que vous aussi serez là pour venir y contribuer, parce que la commande publique a une grande part, et le financement, en fait, parce que ça participe au financement de l'économie sociale et solidaire, et à son développement et à l'accompagnement au développement. Parce que quand on parle au Cameroun, ce qui était très intéressant, par exemple, c'était de dire, mais les municipalités avaient l'impression qu'il n'y avait pas de structure, en fait, de l'économie sociale et solidaire qui pouvait répondre au marché, en fait. Et ils disaient, non, en fait, nous, c'est aussi notre rôle de structurer et de développer les réponses des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour pouvoir répondre à nos appels. Faire un audit, aider à structurer, voir ce qui existe déjà et pouvoir le monter en puissance. Les aider à monter en compétences ou à s'allier, à collaborer pour répondre à des appels d'offres de la commande publique. Donc, on voit bien qu'il y a de grands échanges, et donc le forum de Bordeaux en sera un. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que on a lancé un travail, parce qu'on travaille avec des chercheurs, et on aura près de 40 monographies de politiques publiques locales, une évaluation des politiques publiques locales de partout dans le monde. Et Sarah fait partie de ce groupe aussi de chercheurs et y contribue. Et on aura des exemples, donc qui seront prêts. Ces recherches seront prêtes à être diffusées au moment du forum de Bordeaux. Mais ça permettra aussi de valoriser des politiques pratiques innovantes, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Exactement. Qu'on puisse projeter. Exactement. Voilà. Donc il faut
plus perdre de temps, je pense, maintenant pour accélérer ces transitions. Donc, s'inspirer de modèles innovants, voilà, c'est la voie à suivre encore une fois. Alors, la bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'attendre octobre 2025 pour poser des questions à Aude Saldana ou bien à Sarah McKinney. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? N'hésitez pas à lever la main. On a un micro qui va pouvoir circuler. Si vous avez quelques questions à poser à nos intervenantes qui sont là. En ligne, pour l'instant, on n'a pas de questions supplémentaires. Alors, peut-être un dernier mot, le temps que ça s'installe pour conclure, Sarah McKinney, ce qu'il faut retenir justement de cet échange et Aude Saldana. On parlait avec Sarah juste avant du coût, Ah oui, du c'est coût vrai. de l'achat, Effectivement. de la commande publique. En fait, le coût sur le moment, effectivement, peut être plus élevé. On parle de mieux-disant suivant des critères d'achat socialement, écologiquement et environnementalement responsables. Mais effectivement, c'est des coûts à long terme. Parler des coûts sur la santé mentale, plus des personnes s'inscriront dans un territoire et se sentiront actifs et acteurs du développement de leur territoire. Voilà, on a des impacts à long terme de bien-être qu'on a du mal à mesurer et à mesurer l'impact pour le moment. Mais c'est très intéressant de le faire et d'aller aussi vers des outils statistiques qui vont nous permettre aussi de voir l'impact à long terme de créer des emplois. En Afrique, c'est simple aussi. On est beaucoup appelé à soutenir des incubateurs d'entreprises de l'ESS, des coopératives en direction de la jeunesse parce que elle oublie souvent qu'elle peut participer, on ne lui fait pas assez confiance pour participer au développement de leur territoire. Donc souvent quand on habite dans un territoire rural d'un pays d'Afrique, on a moins accès à un emploi. Donc on va aller vers une grande ville où il n'aura pas les moyens d'avoir des subsistances. Et ces personnes peuvent, et ces jeunes surtout, prennent la route de la migration. Alors même pas de la migration jusqu'à l'Europe, mais même entre pays africains. Et donc plus on va être à l'initiative et soutenir l'émergence d'un marché local et le développement d'emplois décents au niveau des territoires et dont la commande publique peut être un levier. Et plus on affrontera ensemble et on donnera aussi les moyens à la jeunesse partout dans le monde de pouvoir développer leur Participer territoire. à ce genre d'initiative. La question du coût, un mot là-dessus, effectivement, Sarah McKinney, c'est important, le coût dans la mise en place de ces modèles alternatifs innovants. On va finir avec ça, cette dernière question. Et puis si entre-temps, il y a une question dans la salle, je sais que on n'a plus beaucoup de temps, mais on a encore 2-3 minutes. Donc je vous en prie, allez-y, Sarah McKinney. Well, I'll just say very, very well said. And it is about total costs, right? And right now, we can't afford to keep doing what we've been doing, right? We are in crises, multiple crises, plural crises, right? We've been talking a lot today about our environmental crises, but we are in a crisis of democracy, right? We are in a crisis of inequality. We are in a crisis of social ills, and we cannot afford to keep trying to find cheapest production to create profit, right? We need to look at the total costs of what we're doing. And by democratizing our economy, by making a more democratic economy where people feel they have control over their economic conditions, we are rebuilding our practice of democracy and thereby addressing directly the crisis of democracy that we are in, not just here in Europe, not just in the United States, but globally. So we can't afford to keep practicing the way we are practicing. So we need to look at the total costs and revalue how we think about these things. So I'll end on that. Et ce sera les mots de la fin. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci à Sarah McKinney et à Aude Saldana. Et surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui ont des casques, de les remettre en partant. On les récupère, on les remet à la fin de chaque table ronde. Merci à tous. Puis on se retrouve tout à l'heure pour encore d'autres tables rondes. Encore beaucoup de choses à se dire d'ici la fin de cette journée. À plus tard.